Bonsoir, bonsoir tout le monde. Écoutez, on se réjouit de vous recevoir pour ce nouvel opus. Donc 2024, on attaque la précarité avec cette première journée liée à la précarité alimentaire chez les étudiants et les jeunes actifs. Je me réjouis de vous voir aussi nombreux, 97 inscrits, c'est chouette. En 2019, on avait commencé, c'était très intimiste, on était une trentaine. Donc on est, malgré le Covid au milieu, on est plutôt extrêmement ravis que vous soyez nombreux. Puis je suis ravi de voir autant d'étudiants. Merci à vous. Vous êtes la relève de demain, donc il faut y aller. Moi, ce soir, je suis particulièrement honoré de recevoir nos deux présentateurs qui vont être conférenciers, qui vont être le docteur Mariam Yepes, qui s'y présente, donc fondatrice de Miravan Solutions et l'outil NutriMenu, qui sera ici, et le chef étoilé Bruno Rossignol, qui est responsable de la restauration et des commerces de l'EPFL. Donc voilà, ils vont avoir le gros de la tâche de ce soir, mais ils ne seront pas seuls, parce qu'on est bien accompagnés ce soir. Alors on va déjà avoir nos étudiants du groupe Ressources de l'ADES, avec Mélanie et Nina, qui vont venir lancer les hostilités. Et ça va perturber un petit peu. Parce qu'il faut que je vous dise quand même, en 2023, qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi ce thème? C'est que le même jour, je lisais le rapport financier de Cambridge, où il est clairement dit que le premier poste budgétaire de Cambridge, c'est pour faire manger leurs étudiants. Le principe est simple, hein. Quand on mange bien, on pense bien. Donc ça m'avait choqué. Puis le même jour, je lisais les rapports de Caritas sur les moins de 30 ans. Et là, c'était juste effroyable, puisqu'en Suisse, mais je ne vais pas en dire plus, vous allez le savoir tout de suite après, on n'est pas les meilleurs à ce niveau-là. Donc c'est un peu le choc des cultures. Vous avez d'un seul coup une université qui investit énormément, massivement pour que leurs étudiants mangent bien. Et puis dans un pays où on pense être à peu près prémuni, on se retrouve avec quand même beaucoup de précarité alimentaire chez les étudiants. Donc ce jour-là, on avait pris la décision avec Madeleine, qui est tout là-bas, de se dire on va attaquer ce thème, un thème un peu difficile. On pensait que ça n'allait pas forcément peut-être attirer, plaire, mais en tout cas, on va l'attaquer franchement, on va dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et puis, vous connaissez le principe des toc et doc, on lance des idées. Et puis après, dans la deuxième partie, on en discute de l'autre côté. Alors donc, je disais, vous allez avoir d'abord une introduction par Mélanie et Nina, du groupe Ressources. Vous aurez Mariam et Bruno. Et puis, on va avoir juste après une petite cerise sur le gâteau avec les 3 drôles de dames de Mettons le couvert. Je ne vous en dis pas plus, mais elles vont venir vous expliquer un petit peu quel est leur challenge et qu'est-ce qu'elles vont faire et qu'est-ce qu'elles ont fait autour de ce Toc et Doc. On va aussi aller visiter de l'autre côté Fred, de Tempe. CH. Et puis, on reçoit à côté de nos étudiantes, des étudiants de l'EPFL, avec leur initiative 180 degrés. Pareil, de l'autre côté, vous allez voir, ça milite aussi à l'EPFL. Et puis, pour finir, on va avoir Diabète Veau qui va venir nous présenter, avec Tiffany et Garance, leur projet Maybe Less Sugar. Puisqu'on sait que le premier aliment sur lequel on se reporte quand on n'a pas de moyens, malheureusement, c'est le sucre. Donc, elles vont vous expliquer tout ça. Donc, autant dire que c'est très riche, autant dire que je ne vais pas parler plus longtemps pour qu'on avance et qu'on aille enfin, dans la deuxième partie, rejoindre donc, le chef Thomas Nisser, le chef exécutif de la clinique La Source, et Amanda Beauvais, la diététicienne à la clinique de La Source. En préambule, je voudrais juste remercier nos sponsors qui nous permettent ce soir encore de vous offrir le meilleur des moments, à la fois par la discussion, puis à la fois par la dégustation. Donc, vous les voyez s'afficher ici. Donc là, vous retrouvez tous ceux qui vont présenter. Et puis, je crois que c'est bon, on est parti. Alors, en tout cas, il y a un principe dans les Toc et Doc, c'est qu'à tout moment, on peut interrompre. Si on n'est pas d'accord, il ne faut pas hésiter à interrompre. Et puis, il y aura un temps de discussion ici, et puis par derrière, de l'autre côté, quand on passe dans l'hôpital simulé, et qu'on déguste en même temps que l'on discute. Groupe Ressources ? La scène est à vous. Bonsoir. Du coup, je m'appelle Nina et ce soir, du coup, je suis avec le groupe Ressources.
j'ai Émilie qui est à ma gauche. J'ai Clémentine, Camille, Aurélia et Mélanie. Et on va vous présenter un peu ce qu'on fait avec ce groupe. Tiens, on s'échange. Voilà, alors le groupe ressources, il se définit avec 3 grandes thématiques. Donc, c'est 3 thématiques qui nous tiennent à cœur. Donc, il y a le bien-être personnel, le développement durable et la solidarité. Donc, en fait, c'est les 3 grandes thématiques qui vont un peu guider nos activités au sein de l'établissement. Pour rendre le tout un tout petit peu plus concret de ce qu'on fait, on vous a listé 3 activités. Donc, on a l'armoire solidaire, qui est une armoire qu'on a placée au presbytère, donc à la maison étudiante de la Source, qui contient principalement de l'alimentaire et des produits d'hygiène. Et tous les étudiants qui en ont besoin peuvent aller se servir tous les jours. Et ceux qui en ont la possibilité peuvent la remplir autant que possible. On a aussi les collectes, donc notamment en décembre, on a fait les collectes pour les cartons du cœur, ou encore les petits déjeuners zéro déchet. Donc, c'est des moments qu'on organise environ 1 fois par année. C'est des moments où les étudiants ou les enseignants peuvent se rassembler et discuter de ces thématiques qui nous tiennent à cœur tous ensemble. On a d'autres projets, on a d'autres activités. Ça aurait été un petit peu long de toutes vous les lister. Donc, si vous voulez venir les découvrir, nous, on sera présente au buffet tout à l'heure. Surtout que depuis quelques semaines, on fait passer aux étudiants de la Source un questionnaire sur la précarité alimentaire au sein de notre établissement. Et les résultats sont très intéressants. Donc, si vous souhaitez venir en parler avec nous, prendre un moment, c'est avec plaisir qu'on discute tous ensemble. Et avant de vous quitter, on vous a préparé un petit questionnaire. Donc, vous pouvez scanner le QR code pour participer. C'est des questions qui sont très similaires à celles qu'on a fait passer aux étudiants de l'école. Donc, les résultats apparaîtront à la fin de la conférence. Donc, venez nous voir et discuter de tout ça avec nous. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non ? Merci beaucoup à tous. La prochaine, c'est moi, d'accord. Celui-là, c'est moi. Bonjour à tous. Oui, bonjour. C'est avec plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Nous allons partir déjà assez rapidement sur les thématiques parce que comme on a peu de temps, on va essayer de lancer déjà la thématique. Nous allons parler de précarité alimentaire. Et je vais peut-être commencer par une définition de la précarité alimentaire. Donc, il y a plusieurs. On peut prendre celui que je trouve un petit peu plus représentatif dans le contexte des étudiants. C'est manque d'accès aux quantités suffisantes des aliments nutritifs en tout temps pour maintenir une vie active et saine. Voilà. Ça, c'est un petit donc, de quoi on parle. Et on va attaquer cette thématique un petit peu pour vous commencer par les statistiques. C'est difficile d'avoir des statistiques, mais en Suisse, déjà, l'Office fédéral de la statistique nous montre qu'il y avait, avant la pandémie, il y avait 6,9% des jeunes entre 18 et 24 ans qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, à titre rappel, seuil de pauvreté, c'est les gens qui ont moins de 2 279 francs par mois à dépenser pour une personne seule. C'est pas beaucoup. Ensuite, même Source nous donne qu'à peu près 40% des étudiants vivent avec leur famille. Donc, ça veut dire que 60% des étudiants vivent seuls. Donc, ils doivent gérer un budget financier, faire des repas. Donc, c'est quand même plus que la moitié des étudiants qui sont touchés par ces statistiques. On va attaquer un petit peu les thématiques en 3 étapes. Première étape, nous allons parler de l'accès, la question d'accès, donc la définition il faut avoir accès. L'accès, c'est quand, donc dans le milieu de restauration collective, on peut parler de restauration collective universitaire, et Bruno va nous parler un petit peu de l'exemple de l'EPFL et ce qui est les enjeux, les limitations, les opportunités dans la restauration collective universitaire pour offrir un repas abordable, équilibré aux étudiants. Ensuite, deuxième étape, on va attaquer un petit peu l'impact de cette précarité. Qu'est-ce qui se passe si on ne mange pas suffisamment des aliments nutritifs? Qu'est-ce que c'est l'impact au niveau physique, au niveau mental, au niveau
bien-être social ou également, surtout, sur les performances académiques. Et pour aller troisième étape, pour finir un petit peu la partie qui est le plus important, on va regarder quels sont les importants points à prendre en compte pour les étudiants, que ce soit les nutriments, l'équilibre alimentaire, et aussi comment gérer un menu hebdomadaire pour atteindre ses besoins avec un petit budget. Évidemment, comme Dominique nous a dit, nous finirons avec une petite discussion ensemble pour d'autres choses qu'on n'a pas pu discuter pendant la présentation. Alors, je vais donner la parole à Bruno qui va nous parler un petit peu de la partie restauration collective et surtout l'exemple PFL. Voilà, bonsoir. Donc, Bruno Rossignol. Donc, moi, je suis cuisinier depuis l'âge de 14 ans. J'ai finalement évolué dans mon métier au travers de beaucoup de pays dans le monde. Et puis, je suis arrivé en Suisse il y a quelques années, finalement, où j'ai repris mon cursus où je l'avais laissé un petit peu à l'étranger, c'est-à-dire dans les étoilés Michelin, etc. Puis je suis arrivé en Suisse justement en reprenant un petit peu tout ce bateau. Et puis de fil en aiguille, j'ai repris mes études, j'ai fait 2 ans d'université de chimie, j'ai eu des postes exécutifs, etc. Puis en arrivant sur le bateau au PFL, en quittant les HUG après quelques années, donc ma mission, ça a été de revoir tout ce qui se mangeait de la graine à l'assiette. Alors c'est un vaste débat, vous verrez que dans l'architecture qu'on a créée à l'école sur comment manger sainement de la graine jusqu'à l'assiette, c'est pas si simple que ça. Et puis surtout, moi, je ne vais pas vous parler de santé ce soir, je vais vous parler d'argent. Parce que automatiquement, pour pouvoir manger, il faut avoir de la finance. Et puis cette finance, finalement, elle est grévée par quoi aujourd'hui? Et qu'est-ce que coûte vraiment une assiette? Je me suis permis aussi, pendant cette intervention, de pouvoir profiter de venir avec un de nos partenaires. Alors, on en a plusieurs. Ce soir, c'est la direction de Compass Group en Suisse romande qui va être avec moi pour faire cette présentation. Sur une des slides, je trouvais intéressant que vous puissiez aussi avoir l'opportunité de pouvoir partager avec des grands groupes de restauration. Alors, on aurait pu en prendre d'autres finalement, mais c'était intéressant de voir aussi leur vision à eux de combien ça coûte une assiette chez Compass. Il y a d'autres groupes aussi, comme je vais le dire là. Et puis, finalement, pour combien vous mangez dans vos assiettes dans les universités. Avant de commencer, je dirais que le PFL a pris le lead il y a maintenant un peu plus de 4 ans en arrière de revoir complètement tout ce qui se mangeait et puis de pouvoir améliorer encore, en tous les cas sensiblement, voire très fort, la santé de ses étudiants. Je prends l'occasion pour dire qu'il y a à peu près 2 semaines et demie, à peine 3 semaines de ça, j'étais à Cambridge, donc j'ai fait tout un tas d'universités qui étaient différentes en Angleterre, dont celle de Cambridge, et c'est vrai qu'ils ont une autre attitude que nous ici en Suisse, où la plupart des universités sont sponsorisées, donc elles ont des subventions pour leurs étudiants, ce qui est assez intéressant. Et puis Cambridge a cette mentalité de dire nos étudiants, si on veut qu'ils aient des bons résultats, ils doivent être bien nourris. Donc une assiette, pour vous donner un titre de comparatif, une assiette pour un étudiant dans n'importe quel des 31 collèges coûte à peu près 3 francs suisses, 2 pounds et demi. Et puis la subvention vient en règle générale de la direction de cette école. Pour les autres écoles aussi, mais elle est un petit peu moins forte. L'image de la restauration de collectivité en Suisse aussi, c'est 500 millions de repas par année. Alors, ce n'est pas négligeable, mais quand on dit restauration de collectivité, ça comprend tout ce que vous mangez à l'extérieur de la maison. Ça veut dire que vous allez manger chez McDo ou une pizza et n'importe quoi. C'est 500 millions de repas par année. C'est 1 million de personnes qui mangent par jour dans des restaurants de collectivité. Ça veut dire aussi dans la restauration traditionnelle, service à table, etc., toujours en dehors de chez vous. Et puis, quels sont les grands acteurs de cette restauration de collectivité en Suisse? Vous avez un des grands acteurs qui est là avec nous ce soir, c'est Compass Group. Il y a Novae Restauration, SV Group, Eldora, Newrest, qui était avant Newrest Canonica. Et puis, il y en a encore un dernier qui est ZFAO, qui est un peu moins connu ici sur la Suisse romande, mais qui a à peu près une vingtaine de restaurants aussi, qui officie sur une vingtaine de restaurants en Suisse. La plupart de ces groupes de restauration, ils sont installés avec des sièges, ils ont environ des portefeuilles de 50 à un peu plus de 100, voire 200 établissements. Et puis c'est eux finalement qui régissent un peu tout la restauration de notre collectivité. Quand vous allez principalement dans des grandes universités ou dans des écoles X comme des collèges ou des lycées, vous les retrouvez souvent dans vos restaurants. Comme j'avais dit en préambule, j'ai dit donc la restauration de l'EPFL, elle s'est modifiée. Aujourd'hui, on a pris le lead, on a fait le pari de dire qu'on pourrait manger beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux que ce qu'on a mangé les 30 dernières années à l'EPFL dans notre restauration. Pour pouvoir faire ça, finalement, la Confédération a signé les accords de Paris et puis
on va pouvoir le voir juste après. Et puis, en signant ces accords de Paris, finalement, elle s'oblige, elle, de faire un gros balayage dans toutes ces institutions. Elle donne le lead au canton de faire exactement la même chose suite à ces accords jusqu'en 2050. Et puis elle, automatiquement, elle balaie déjà dans ces institutions, mais pas qu'au niveau de sa restauration, mais aussi de ses bâtiments, et puis encore plein d'autres points. Pour revenir à la restauration, la vision qu'on a aujourd'hui de notre campus, c'est finalement d'avoir un campus qui soit plus représentatif, et puis un campus avec une offre de restauration qui soit saine, et puis surtout respectueuse de l'environnement. Parce que sans tous ces points-là, finalement, on a beau vous faire à manger, on n'attaquerait qu'un côté de cette stratégie 2030 qu'on a mis en place. Donc avant de parler d'alimentation saine, etc., on a vu une vision. Cette vision, après, on l'a transformée sur une stratégie. Cette stratégie sur un cahier des charges. C'est le cahier des charges aujourd'hui avec de la finance qu'on a donné dans des marchés publics, ces marchés publics qu'on a attribués à des restaurateurs. Une échelle de temps dans notre restauration qui était importante pour nous à vous donner. Donc, on est parti des accords de Paris. Donc, la direction de l'EPFL, M. Vetterli et ses vice-présidents décident en 2019 de revoir complètement tout ce qui se mangeait dans le restaurant. Et puis, il y a une nouvelle nomination de directeur de la restauration. J'arrive en avril 2019. Et puis, on doit revoir tout ce qui se mange finalement. Mais d'où ça vient, comment c'est consommé, etc. On n'en sait rien. Finalement, on a très peu de bases. Il n'y a pas de monitorage. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'on mange. À cette époque-là, on ne savait pas trop ce qu'on mange, ni d'où ça venait. Et est-ce que c'était intéressant pour nos étudiants de manger à l'EPFL? On n'en savait rien. Moi, avec mon regard de cuisinier, je me disais... On est plutôt dans le gras, dans le sel et dans le sucre. Ça n'a pas l'air super guide ce qu'on mange là-dedans. Mais je me disais, pour être bien sûr de là où je vais aller dans le futur, il faut quand même que je fasse un état des lieux de cette maison. Puis pour pouvoir faire un état des lieux, j'ai fait appel à Mariam pour la partie nutritionnelle. Puis je me suis dit, on va quand même contrôler, de voir qu'est-ce qu'on mange, de où ça vient, avec les restaurateurs qu'on avait à l'époque, comment c'est cuit, et puis quels sont les déchets de cette partie-là, quel genre de fluide on utilise, etc., etc. Et donc, vous voyez un petit peu ici une échelle de temps qui est importante pour nous, parce que pour pouvoir avancer, on a dû créer des cahiers des charges, on a dû analyser tout le terrain, et en analysant la première partie, ça a été celle avec Mariam, j'ai fait appel à Mariam, j'ai dit, écoute Mariam, on avait enseigné ensemble à l'école hôtelière de Lausanne. J'ai dit, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu fasses une analyse du terrain complète sur tout ce qu'on mange à l'école, à l'EPFL. Puis j'ai dit, tu as de juillet 2019 à octobre 2019 pour faire l'analyse complète de tout ce qui se mange là. Donc, elle a mangé de mémoire un peu plus de 650 menus, bu tout ce qui pouvait se boire, tout ce qui rampait, tout ce qui volait. Et puis, le constat, il est assez amer, c'est qu'à l'EPFL, en octobre 2019, quand on veut manger dans un restaurant, je ne le nommerai pas, enfin dans les restaurants de l'école, plus ou moins équilibré, eh bien, il y a un restaurant sur 34 points de vente qui est plus ou moins intéressant. Le reste, ça va vous emmener plutôt dans le gras, dans le sel et dans le sucre, c'est ce que je disais, et puis plutôt à grignoter qu'à vous satisfaire toute la journée. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là avec Mariam? On fait le bilan en automne 2019, et puis on dit, on a un sévère problème, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a décidé de mettre à disposition l'outil NutriMenu et toutes les formations de Mariam pour qu'elle puisse commencer à faire réagir un peu ces gens à l'époque et leur dire, attendez, nous on va créer des profils alimentaires, de ces profils alimentaires, on va pouvoir créer des menus dans l'outil NutriMenu, et dans l'outil NutriMenu, après on y fera grandir tout ce qu'on veut, tout ce qui nous intéresse dedans, nous, des labels, des régions, des saisons, etc. Donc ce qui nous a permis, de mettre en place une base, ce qui était vraiment important pour moi, et puis surtout une base nutritionnelle, parce que comme je vous ai dit, à la base, au début de notre début de travail, c'était pas c'était pas très intéressant de manger chez nous. Aujourd'hui, on a fait une complète transformation de cette alimentation à l'école. On a bien sûr mis 35 mesures en place. Dans ces 35 mesures, on a travaillé beaucoup sur le côté ovo-lacto-végétarien. Donc on a des menus qui sont végétariens. On a un restaurant végétarien qui est ovo-lacto. On a le chef de cuisine qui est là, Rémi Tranchida, ce soir, à qui vous pourrez discuter. Donc avec Rémi, on a ouvert ce restaurant aujourd'hui qui a un grand succès. On est parti, on faisait 30 couverts. Donc on était moyennement satisfaits. Puis au bout d'un mois, on faisait 400 couverts. Donc on répondait quand même pas mal à la demande de nos étudiants qui nous disaient « mais nous, on veut manger frais, sain, local, durable ». On a un portefeuille qui ne nous permet pas trop non plus d'aller manger trop vers ça tout le temps. Et puis là, il faudra faire attention. Et puis surtout, on veut savoir si on va être en bonne santé avec ça, si on va pouvoir bosser toute la journée, fonctions cognitives qui travaillent, etc., etc. Donc ça a été tout le boulot de Mariam. Et puis pour nous, c'était vraiment important d'avoir son support en tant que médecin nutritionniste pour pouvoir dire, dans le futur, on doit pouvoir aller au-delà de dire on a besoin d'un tant de kilocalories,
avoir 450 grammes à manger dans l'assiette. Ça, c'était le début de notre travail, mais après, ça devait aller beaucoup plus loin que ça. On a été tellement loin que finalement, aujourd'hui, vous allez voir que sur notre architecture, on est en train de travailler avec un des professeurs, Marcel Salaté, avec un programme qui s'appelle Food and You. On veut s'approcher au plus proche de ce que nos étudiants ont besoin, et puis sur la personne pendant des périodes où il y a des pics de travail, des pics de relax, etc. Et puis ça va nous permettre d'avoir des menus qui sont encore de plus en plus équilibrés et plus associés à la vie d'un étudiant pour qu'on puisse répondre vraiment à la qualité de votre temps et de votre travail. Donc c'est un peu très EPFL tout ça, mais ça s'en vient et ça approche vite. Voilà, après, vous voyez un petit peu vers quoi on se tend jusqu'en 2030 et plus. Aujourd'hui, ce travail, il va au-delà de 2040, parce que on est 17 700 habitants sur le campus de l'EPFL. On sera à peu près 27 000 d'ici à peine 2030. Donc, on doit pousser rapidement les murs de l'école, de nos restaurants et de nos institutions pour pouvoir accueillir tous ces gens aussi dans nos restaurants. Voilà, alors, ça fait un peu, alors là, pour le coup, ça fait 13 EPFL. Là, ici, vous avez la partie à Mariam, donc, qui est juste ici. Donc ça, c'est l'outil NutriMenu. On ne le voit pas bien, en fait, mais c'est là où le chef de cuisine, lui, il vient travailler. Il fait son travail d'écriture de menu pour la semaine. Et puis, après, finalement, il se connecte, sans le savoir lui-même, avec tout un tas d'outils qu'il y a autour. Ici, vous avez finalement toute la restauration de l'EPFL. Vous avez une base de données avec 7500 produits qui sont dedans, qu'on a analysé pendant les 3 dernières années avec une autre boîte qui s'appelle Belong. On se sert d'une partie de cette base de données justement pour avoir des données suisses et des données environnementales, mais uniquement environnementales. Et puis toute la partie nutritionnelle n'est faite uniquement que par l'outil NutriMenu. L'outil NutriMenu, nous, il a énormément évolué grâce à Mariam et puis aussi à nos besoins. Et puis, le chef de cuisine, quand il vient faire ses menus, il travaille ici. Après, ici, vous avez tout notre environnement. Donc, on a des poubelles qui sont finalement connectées avec des caméras au-dessus. Ça aussi, ça fait très EPFL, mais c'est très intéressant de savoir ce qu'on met à la poubelle et ce qu'on ne veut surtout pas mettre à la poubelle, parce que ça a un aspect aussi financier. Nos caisses sont directement liées dessus, etc., etc. Même toutes les vending machines sont liées dessus, jusqu'à ce qu'à la fin, on ait une vision globale de tout ce qu'on mange à l'école et puis ce qu'on met dans les assiettes de nos étudiants, de nos gens. Parce que pour nous, c'est important aussi la nutrition, ça c'est clair. Mais moins on en jette à la poubelle ou moins on en fait venir pour rien dans les frigos, plus on économise du temps et de l'argent et de l'énergie. Et puis, mieux on peut travailler dans nos cuisines et puis vous apporter le meilleur des services. Alors moi je vous ai dit, je ne suis pas celui qui va parler de nutrition ce soir, mais plutôt d'argent. Et généralement, l'argent, ça fait toujours un peu plisser les yeux à tout le monde. On a toujours l'impression que dans notre métier, on est en train de s'en mettre plein les poches. Souvent, on se dit « ouais, mais les restaurateurs, ils ont plein d'argent. Regardez dans le tiroir caisse, il y a plein d'argent là-dedans. » Mais souvent, ce qui n'est pas compris, c'est que l'argent, il n'appartient pas aux restaurateurs. C'est que derrière, il y a encore tout un tas de charges. Et puis, ce qui est important avant de parler en même temps de santé, d'alimentation, c'est de pouvoir décortiquer une de ces assiettes. La moyenne des prix, chez nous, à l'EPFL, elle oscille entre 7,50 francs, on a des menus qui sont un peu plus bas, mais qui sont que dans certains restaurants, jusqu'à 9,50, 9,60, 10, 11 francs, puis plus cher encore pour le staff. Alors oui, c'est déjà une somme pour des étudiants, mais comment aujourd'hui on a pu garder cette somme, c'est aujourd'hui ce qui est important. On a réalisé un travail à l'EPFL où on s'est mis à table avec nos restaurateurs. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'avant, nos restaurateurs, on leur demandait de payer pour tout. C'est-à-dire payer pour l'amortissement du matériel, payer pour le matériel, payer pour l'infrastructure, les travaux. Et finalement, tout ça, ça venait gréver votre assiette. Tout ce que vous ajoutez ici à chaque fois dedans, c'est-à-dire de l'investissement, de l'amortissement, etc., finalement, c'est ce qu'on vient de vous retirer. On vient vous retirer au fur et à mesure de la qualité, du bio suisse, de l'IP suisse, etc., etc. Donc on s'est dit, on va faire le truc à l'envers. C'est-à-dire pour pouvoir vous offrir tout ce qu'on leur a demandé dans les 35 mesures, c'est-à-dire plus d'huile de palme dans vos assiettes, plus de monosodique, tout ça en monitor, bien sûr, des produits frais, des produits suisses, remettre un calendrier de saison qu'on a fait avec Mariam, c'est-à-dire vous ne verrez pas de fraises chez nous en plein mois de février, je ne vous dirai pas que l'asperge, c'est le début du mois de mars qu'il faut en manger, etc. Ça coûte de l'argent automatiquement, parce qu'on va travailler avec des produits de saison, de région, avec du bio, on en parlera après avec Compass, le bio on en met que 6%, parce que ça coûte cher, et puis quand on fait le calcul sur un mandat de 4 millions, c'est déjà 150 000 de food cost en plus. Donc tout ça finalement coûtait beaucoup d'argent, et puis plus ça allait, moins on avait d'argent pour travailler dans l'assiette. Et puis moins on travaille avec de l'argent dans l'assiette, plus on a de l'industriel. Puis nous on s'est dit non,
on veut offrir une qualité de repas et puis de région et travailler avec des produits suisses et le plus frais possible à nos étudiants. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire à l'EPFL ? La proposition qu'on a faite à notre direction, c'est de dire, OK, tout ce qui impacte finalement, c'est le matériel, le renouvellement de ce matériel, c'est comme j'ai dit avant, les travaux, on va l'enlever. Et ces X% qu'on va récupérer, finalement, c'est ce qu'on va redonner aux restaurateurs pour qu'ils puissent, eux, avoir un food cost beaucoup plus large. Donc, la direction de l'EPFL, M. Vetterli et les vice-présidents, ils nous ont mis 4 millions sur la table. Avec ces 4 millions, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est énorme. C'est un investissement énorme. Finalement, c'est comme une espèce de subvention qu'on a mis à la disposition de nos assiettes et de nos étudiants à l'école, en disant qu'avec ces 4 millions, on rachète tout le parc de matériel de l'école. Et avec ces 4 millions, en plus de ça, on va pouvoir dire aux restaurateurs, quand vous venez à l'école, tout ce qui est partie monitorage, tout ce qui finalement vous coûtait cher avant, en gros, et ce qui n'avait pas d'effet dans l'assiette, on va vous l'enlever, le caillou dans la chaussure, et on va le prendre à notre disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un restaurateur gagne un appel d'offres, c'est clé en main. On a mis en place un cahier des charges avec justement tout ce qu'on veut voir dans ce type de restaurant. Typiquement, celui à Rémy, on a dit, nous, on veut un chef qui soit végétarien ou vegan. On veut finalement avoir du chaud, du froid. On veut avoir un buffet, etc. Puis eux, après, ils se conforment au cahier des charges. Mais tout ce qui finalement nous aurait empêché de faire ça dans le passé, aujourd'hui on a la possibilité de le faire parce que c'est X% qu'on a sorti ici de l'amortissement finalement qui est un peu plus gros que ça ici, qui venait se greffer là, c'est le PFL qui le paye. Donc le PFL a décidé de dire un peu à la façon Cambridge, nous, on veut que nos étudiants soient nourris correctement, on veut qu'ils puissent avoir une place assise et puis un service qui soit correct, et puis pour ça, on fait chacun un bout du chemin. On prend en charge toute cette partie-là. Ça permet à nos restaurateurs de garder des prix encore qui soient corrects, qui soient compétitifs. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur parce que avec les inflations, électricité, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui quand vous allez faire des courses tout à chacun, ça devient compliqué encore, même avec ce qu'on a fait, de garder un certain prix entre 7 et 10 francs pour les étudiants. Mais on y arrive encore. C'est une discussion non-stop qu'on a toujours avec eux pour garder ce niveau de prix et puis ce niveau de qualité. Et puis, derrière, vous voyez les différents gros postes qui viennent greffer votre assiette, finalement. Alors, quand on explique aux gens qu'il y a de l'IT, il y a du nettoyage, il y a de l'énergie. Alors aujourd'hui, ça, c'est des données de 2023, donc elles sont un petit peu plus larges, elles sont encore un peu plus épaisses aujourd'hui. Il y a des loyers, il y a des redevances à payer. Les redevances à l'école, elles sont un petit peu plus au-dessus de ça, mais elles sont environ de 7%. Mais ces redevances, on s'en sert uniquement, nous, pour la stratégie 2030, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dollar qui va en centrale à l'école. Tout l'argent qui est récolté sur cette redevance de 7% va automatiquement dans la restauration pour justement monitorer tout le food, mettre à disposition des cuisines pour les étudiants, etc. etc. Donc il n'y a pas un franc qui est gardé pour aller faire autre chose que de la restauration. Et ça, c'est un deal qu'on a avec notre direction à l'école. Et puis, vous voyez où sont les deux gros postes, coût marchandises. Et ça, c'est important pour nous qu'on puisse garder ce coût de marchandises de minimum au moins 40% pour qu'on puisse avoir de l'IP suisse, du bio, du Suisse garantie et de la fraîcheur dans vos assiettes. Et surtout, pas retomber dans ce qu'on avait, je dirais, plus ou moins avant, quelque chose de très industriel, ce qu'on ne voulait pas, nous, finalement. On avait plus de 80% de nos produits qui venaient de l'étranger, on était complètement hors saison, et puis plus de 60% de ce qu'on mangeait était assez industriel à l'époque. Donc, pas très intéressant à manger, puis difficile pour des étudiants qui travaillent jusqu'à 70 heures par semaine d'avoir un estomac qui se remplit que de ça. Donc, le pari était fait. Aujourd'hui, il y a encore énormément de travail pour nous, pour continuer sur l'axe qu'on a mis en place. On voit qu'il y a encore des choses qui vont venir se greffer là, des grosses embûches, mais on a déjà des solutions pour pouvoir, en tous les cas, continuer à avoir une belle qualité dans nos assiettes. Je vais passer la main quelques minutes à Compass Group. L'idée, c'était vraiment de vous faire une petite approche d'une assiette standard, d'une assiette bio, et puis ici d'avoir un grammage qui soit calculé et puis de qu'est-ce que coûte ce grammage. Enfin, je vous avais dit directement, je dis je ne veux pas vous parler de santé parce que Mariam c'est vraiment la mieux placée pour vous expliquer tout ça. Et puis vraiment cet aspect financier, ça me tenait à cœur d'expliquer aux gens qu'est-ce qui coûte dans vos assiettes. Donc il va se présenter lui-même, il fera le mieux que moi, Alexandre. Et dans l'idée, Alexandre est un des managers, le manager de tous les restaurants de Compass à l'école. Et puis, on a beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et je lui cède la parole, il va vous expliquer un petit peu ce qui est intéressant dans ces assiettes. Voilà.
Merci, bonsoir tout le monde. Je vais quand même me représenter. Donc moi je suis Alexandre Chabou et je suis donc le gérant pour les établissements qu'on passe sur le campus de l'EPFL. Marc Rest, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quelque chose qui est né en Suisse. Donc voilà, je le précise pour la petite info. Et donc l'idée de cette slide, c'est vraiment de vous présenter un peu la structure d'un plat. Alors c'est vraiment un plat qui est fait sur place, la photo est faite sur place. Et c'est de montrer que finalement, c'est quand même réalisable de faire quelque chose de construit, d'équilibré, de local, en respectant un tarif qui est plutôt raisonné et raisonnable. Et donc aujourd'hui, voilà, vous avez vraiment tout un... Je vais utiliser votre petit laser, là, je trouve ça chouette. Ouais. Donc là, l'idée, c'est... Ah non, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, par contre. Excusez-moi. Les aléas du direct. Okay. Donc là, l'idée, c'est vraiment... Alors ici, c'est pas très lisible, même si c'est un peu plus lisible que le tableau de tout à l'heure. Juste la petite... Mais bon, voilà, c'est vraiment ça met en camembert en fait toute cette petite partie-là qui est la structure de l'assiette, où on voit quand même qu'il y a un grammage qui est assez intéressant. Tous ces produits-là, finalement, aujourd'hui, vous avez un prix de vente qui est à 8,60. C'était vraiment une idée, c'est pas l'ensemble des tarifs, c'est encore une fois une médiane, mais c'est vraiment le prix qui est le plus... finalement le plus consommé aujourd'hui sur le campus, c'est une réalité. Effectivement, il y a une graduation qui va de 5,90 jusqu'à 16, 17, même si voilà, on a vraiment ce prix de 8,60 qui est assez représentatif de nos ventes aujourd'hui, de ce qui se passe sur le campus. Donc là, clairement, je vais essayer de vous expliquer après derrière pourquoi on peut avoir quelque chose d'aussi réduit en termes de marge, mais là, vous avez ce que représentent les dépenses TTC, standard, bio et bio suisse, donc vous voyez une petite graduation. Et après, derrière, on peut penser que se dire, voilà, un prix qui est vendu 8,60, on a un cost, finalement, une dépense qui est proche du prix de vente. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir encore une fois quelque chose de moyen. Donc oui, sur ce type de produit, on a un cost qui est très léger, mais finalement, on arrive à équilibrer l'ensemble grâce au volume, grâce à la continuité de ce qu'on propose. Et puis, on arrive à s'en sortir finalement grâce aussi à cet accompagnement sur le campus avec Resco, avec la stratégie, avec tout ce modèle qui vient vous être expliqué juste avant, finalement nous aide aussi, nous, restaurateurs, à avoir un équilibre économique. Et ça nous permet justement de proposer quelque chose d'équilibré en termes de goût, en termes de bien-être, parce qu'aujourd'hui on est là aussi pour ça, pour parler un peu de la santé, qui vient un peu s'additionner finalement à toutes ces volontés qu'on a nous sur le campus. Et voilà. Donc, non, j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton. Je reviens en arrière ou en avant, je sais pas. Voilà. Donc voilà, on est assez fiers finalement de réussir à proposer ce type de plat où on accompagne un peu toute cette idée, voilà, en espérant que ça continue dans le temps et qu'on arrive finalement à accentuer encore un peu plus ce partenariat et cette volonté de faire les choses correctement. Voilà. Merci. Je sais pas si on est bon. Oui, on est bon. Voilà, l'idée c'était vraiment de vous présenter la réalité du terrain, c'était de vous faire voir, ok, dans le quotidien, une vraie assiette. Voilà ce que ça coûte, bio, pas bio. Intéressant de dire que en standard, il n'y a pas une grosse différence. Mais on voit quand même qu'il y a un gap. Et puis ce gap-là, des fois, c'est difficile pour nos étudiants. Et encore une fois, moi, je remercie vraiment notre direction à l'EPFL qui a pris le lead de dire on va quand même nourrir correctement nos élèves. On sait que c'est dur pour eux et qu'il y en a qui sont vraiment dans la précarité. Mais on va faire ce pari. Et aujourd'hui, on sait qu'on a des étudiants. Moi, j'avais une étudiante il y a peu de temps dans un groupe qui s'appelle Castor Frigan qui me disait moi, j'ai 47 francs. Elle venait de Bruxelles. J'ai 47 francs par semaine pour manger. Ça me serre le cœur d'entendre des choses pareilles parce que je sais qu'on peut manger pour 47 francs par semaine. C'est ridicule. On est dans les pâtes et dans le riz. Et elle le disait des fois quand j'ai l'occasion de pouvoir les manger pour 5 francs 90 dans un des restaurants, mais voilà, elle me dit mais c'est un réel bonheur parce que ça coupe pas le côté social. Je peux m'asseoir avec mes collègues, je suis pas obligé de manger dans ma gamelle un peu tout seul dans mon coin. Et puis ça, c'est un coin qu'il faut pas négliger non plus, qu'on a mis vraiment en avant. Il y a le côté santé, il y a côté prix, c'est sûr, mais il y a aussi le côté social qui est important, de partager un repas, d'être avec des gens autour de soi, pas d'être tout seul à manger sa gamelle, parce que des fois on peut peut-être avoir un peu honte parce qu'on mange toujours la même chose. Puis le regard des gens, c'est aussi pas toujours agréable. C'était aussi un point qu'on a travaillé avec les étudiants quand j'ai commencé à arriver à l'EPFL, où l'idée c'était vraiment de pouvoir aussi avoir des moments qui soient pour eux dans les restaurants avec des prix qui soient encore abordables. Voilà. Moi, j'en ai un petit peu fini. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Oui, madame ? Alors, on a vu une amélioration et une augmentation, surtout sur la partie végétarienne.
Alors on est parti très loin, on avait 5% de plats végétariens mangés à l'époque, mais c'est parce que le végétarien, on trouvait du saumon, des crevettes, enfin c'était pas très très végétarien. Aujourd'hui on est parti de 5% et le dernier pointage qu'on a fait, on a 56% de plats végétariens mangés sur le campus. Là on voit une vraie augmentation. Alors on peut le pointer par nos systèmes de caisse avec TC Post, mais on ne le pointe pas par les gens ni par les genres non plus de gens. Mais on voit qu'il y a une vraie appétence pour ce type de repas aujourd'hui de la part de nos étudiants. C'est un vœu cher de leur part aussi. C'est difficile encore de dire est-ce qu'il y a plus d'étudiants. On sait qu'il y a à peu près 53% de la population qui mange à l'école, c'est des étudiants, 47% c'est du staff. C'est en légère augmentation, c'est dû aussi parce que on a de plus en plus d'étudiants sur le campus, mais que la vraie augmentation qu'on voit, elle est sur les plats végétariens, grâce à des gens comme Rémi aussi, parce que lui, il travaille au quotidien avec tous des produits frais. La même chose chez d'autres comme Compass. Et ça, on voit que ça attire quand même passablement nos étudiants. Voilà. Oui ? J'avais juste une question concernant le coût pour l'étudiant. Vous vous basez sur un nombre de personnes de combien ? Parce qu'avec l'achat de la marchandise, il faut que vous puissiez avoir un amortissement, certes, mais il vous faut combien de personnes pour que ce coût reste correct pour l'étudiant, en fait ? C'est pas une question de personnes, parce que les personnes, on a une clientèle qui est captive à l'école, donc on est 17 700 sur le campus. Dans la restauration de collectivité, on part du principe qu'on a toujours à peu près la moitié, 45 à 50% de la clientèle qu'il y a autour de vous. Alors après, on peut faire une étude de cas. Au cas par cas, on peut dire, voilà, si vous êtes tout proche d'un centre-ville, vous pouvez oublier d'avoir ces 45%. Ça va plutôt se réduire à 20%. Mais nous, on a environ 45% des gens qui mangent sur le campus. On n'est pas tous les jours 17 700, mais on sait on fait 1,5 million de repas par année, 6 500 repas par jour. Et puis, 53% de ces gens-là sont des étudiants. Ça dépend aussi du moment de la saison où on vit. C'est-à-dire septembre, on sait que c'est un gros semestre. Février, maintenant, c'est un plus petit semestre. Mais on est toujours à peu près dans ces eaux-là au niveau de la fréquentation des restaurants. Et puis, ça reste assez sectaire. À l'EPFL, chez nous, les gens se déplacent peu dans les restaurants, si vous voulez. D'un restaurant à l'autre, si on prend une cafétéria pour une cafétéria, les gens ne bougent pas trop. À moins qu'il y ait une spécificité comme chez Rémi, où lui, c'est 100% végétarien. Puis là, lui, il fait 350-400 couverts par jour. On voit qu'il y a une grosse mixité de gens. Au départ, c'était que des étudiants. Aujourd'hui, je vois des 60 ans et plus. Je suis plutôt content. Ça veut dire que je suis en train de gagner mon pari. Et puis, avec ce flot-là, si vous voulez, et puis toute l'étude financière qu'on a fait avant de lancer nos appels d'offres, on sait exactement, on garantit un montant d'affaires aux restaurateurs qui travaillent avec nous. Et on est plutôt dans le tir au quotidien. Après, eux, ils règlent leur volume quotidien en fonction de leurs achats, etc. etc. Voilà. Juste une petite question. Je trouve qu'on mange hyper bien au EPFL, donc je vous félicite. C'est mieux gentil. que l'Université de Lausanne. Non, mais ça, c'est pour une blague. Faire des potes ce soir. Mais il y a aussi les dernières années, on a vu beaucoup de food trucks au EPFL qui, j'imagine, ne sont pas liés à vous directement. Si. Mais, si, ok. Oui. Est-ce qu'ils devront correspondre aussi à certains critères? Je sais pas, il y a une audit, certains... c'est plus de ça ma question, merci. Alors, ils sont soumis à la même règle que les autres, c'est-à-dire même règles contractuelles, etc., etc. Même origine de produit. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de spécification pour eux où, par exemple, alors pour ne pas lui faire de pub, Nas, il pourrait venir avec du poulet qui vient de Hongrie ou je ne sais pas quoi. La seule chose que je ne peux pas faire chez eux, c'est de quantifier leurs déchets, ni du client, ni à la production, parce que je ne m'octroie pas le droit d'aller dans leur production, qui est excentrée dans Lausanne ou aux alentours. C'est la seule chose que je ne peux pas quantifier chez eux. Mais par contre, pour tout le reste, ils sont soumis à la même règle financière, produits, etc. On a mis le couteau sous la gorge à personne quand on a lancé ces appels d'offres publics. On l'a simplement dit que la règle, c'était ça, qu'on allait les monitorer, et ils sont monitorés vraiment jusqu'au détail. On analyse chaque ligne de chaque fournisseur, de chaque restaurateur, de chaque facture avec entre autres bilan. La nutrition, Mariam, elle capte tout avec l'outil NutriMenu. Les poubelles qui trouvent avec les caméras au-dessus, quand vous mettez quelque chose à la poubelle, ça flash comme sur l'autoroute quand vous allez trop vite, etc., etc. Et ça, c'est pour tout le monde la même chose. Donc, il n'y a pas de passe-droit. On a dit que ce soit le côté santé ou durabilité, écologie, c'est pour tout le monde à la même enseigne. Voilà. Je t'en prie. Je te
Oui. Oui. Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai juste une question. Vous étiez très sensible au fait de savoir est-ce qu'on arrive à faire des économies, et notamment sur les déchets. Alors, est-ce que vous avez calculé, au fond, est-ce que vous avez permis, avec votre nouveau concept, de pouvoir réduire la quantité de déchets? Je sais que celle-ci, en principe, est importante. Et puis, le deuxième qui m'intéresserait, c'est de savoir dans quelle mesure les étudiants ont la possibilité de choisir les garnitures qu'ils veulent mettre, autrement dit la quantité. Je sais que ça se fait à certains endroits parce que ça, c'était un bon moyen de réduire les quantités de déchets. Alors, pour la partie de déchets, c'était une jeune start-up de l'EHL avec qui j'avais collaboré à l'époque. Et quand on a commencé à faire du monitorage en 2019, on est parti à 51 grammes de déchets par repas et par personne. Alors, 4 ans après, on est à 21 grammes. Notre objectif, il est à 7 grammes. Pour vous donner un exemple de comparatif, sur un bateau de croisière, par jour et par personne de nourriture jetée à la poubelle, vous êtes à 1,5 kg. Donc nous, si on mettait par 3 ce qu'on mettrait à la poubelle aujourd'hui à 21 grammes, c'est les derniers chiffres du mois de décembre 2023. Donc on est vraiment à 21 grammes par jour et par repas, et par personne du coup. Et on est plutôt dans le tir de ce qui se fait très bien, on va dire. Mais voilà, on ne va pas faire nous mieux. Mais c'est juste de dire qu'on a pris le pari de dire qu'on devait réduire ses déchets avec la durabilité de l'école. Et on est sur la bonne voie. On sait que ça va être maintenant plus compliqué de réduire parce que plus on va aller vers les 7 grammes qu'on s'est mis à cause des accords de Paris, plus ça va être tendu. Mais on a des pistes, on a des solutions pour le faire avec le D-Lab de l'école, un des professeurs Ouest avec qui je travaille. Et donc là, on est plutôt pas mal. Puis après, pour la partie garniture, etc., qu'est-ce qu'on a fait? Alors, c'est ce que je n'ai pas dit. On a dit, OK, l'assiette, le prix d'étudiant, l'assiette, c'est tant de francs, tant de francs. Par contre, ce qu'on a dit, c'est on fait un deal avec les restaurateurs. Quand les étudiants qui ont 20 ans, ils mangent un peu plus qu'à 50, comme moi, ils peuvent revenir se servir céréales, légumineuses, féculents, légumes, etc. Sauf qu'on ne redonne pas de protéines animales. Et le deuxième service est complètement gratuit. Donc on a une partie de nos étudiants qui ont 20 ans et plus, donc on sait ce qu'on mange à 20 ans et plus, puis on mange moins à 50. Puis finalement on a dit, non, nous on veut offrir cette partie-là, et donc le deal avec les restaurateurs, et ça passe sur tous les écrans de l'école, donc il n'y a pas quelqu'un qui peut l'ignorer, si les étudiants ont encore faim, et ils viennent avec leur assiette, ils consomment dans les restaurants, pas le soir à la maison, vous pouvez remanger. Je dirais on peut vous resservir quasiment la même assiette, mais par contre, on ne sert pas de protéines animales pour des raisons de durabilité et autres. On ne voit pas d'intérêt de manger plus de viande que ce que Lancet il dirait. Et donc, cette partie-là est dealée avec nos restaurateurs. Et c'est quelque chose qui est assez apprécié. Et on a fait encore d'autres choses pour éliminer ces déchets. Puis on a fait des mercredis et des vendredis où les étudiants peuvent venir dans les restaurants avec les buffets, notamment chez Rémi, puis ils viennent à la fin du service. Et quand il y a du leftover, des restes, finalement, ils prennent tout pour 5 francs. Donc ils viennent avec leur gamelle, on veut, puis pour 5 francs, ils remplissent autant qu'ils veulent. Et c'est quelque chose qu'on a mis aussi en place pour eux. Voilà. Je vous en prie. On va arrêter les questions, c'est passionnant, mais juste après, vous aurez toute la possibilité d'en poser encore plein, tout en dégustant. Donc, Mariam, c'est à toi. Très bien, alors je vais peut-être sur la partie nutritionnelle, peut-être élaborer un petit peu plus qu'est-ce qu'on fait, comment on peut d'abord regarder qu'est-ce qui sont les difficultés au niveau physique, mental, performance académique lorsque les étudiants ne reçoivent pas leurs besoins au quotidien. Donc, c'est vraiment les conséquences de précarité à court terme et à long terme en fonction des différents paramètres. Il y a énormément d'études scientifiques qui sont à ce milieu a été publiées. Je peux en nommer peut-être quelques-uns, mais comme on a très peu de temps, peut-être on va regarder d'abord ce qui est sur la performance académique. Sur la performance académique, il y a de nombreuses études qui ont montré vraiment la difficulté de concentration, difficulté de mémoire, difficulté de se faire vraiment analyser, d'avoir une mentalité critique sur les études. C'est là, avec les carences en vitamine B12, vitamine D, fer, antioxydants, mais surtout oméga 3. Et ces vitamines sont vraiment quelque chose qui pourrait être facilement atteignable dans une alimentation équilibrée. Par exemple, il y a aussi le nombre de repas et la fréquence des repas. Par exemple, une étude qui a été faite en British Journal of Nutrition, ils ont étudié justement le petit déjeuner.
ils ont comparé les étudiants qui prennent un petit déjeuner équilibré contre ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner. Et ils ont suivi ces étudiants pour de nombreuses années. Effectivement, ceux qui sautent le repas, ils n'ont pas aussi performantes que ceux qui prennent un repas petit déjeuner équilibré. Donc l'importance du petit déjeuner, c'est assez impressionnant. On en a plusieurs études qui ont montré l'importance de manger petit déjeuner, non seulement parce que c'est un repas qui permet d'avoir les nutriments qu'on ne peut pas recevoir dans d'autres repas dans la journée, mais surtout parce que ça évite d'avoir envie de grignoter et de ne pas manger équilibré au repas. Donc c'est un des aspects qui a été montré plusieurs fois, mais d'ailleurs oméga 3, vous connaissez très bien, qui sont des graisses, acides gras qui sont responsables dans la membrane des cellules. Donc vraiment, c'est là où il y a la communication dans le niveau neurotransmitter qui se passe dans le cerveau. Donc d'incorporer des oméga 3 dans l'alimentation, ça permet d'avoir vraiment une communication plus performante au niveau des neurones. Donc c'est des études qui ont été vraiment pour montrer l'impact de ces nutriments sur la performance, que soit pouvoir apprendre quand on entend quelque chose, la rapidité qu'on peut assimiler l'information, que soit de pouvoir mémoriser des informations qu'on doit répéter pendant les examens, que soit par exemple de pouvoir avoir un vue critique sur des textes qu'on lit et puis après on doit réfléchir. Tous ces aspects-là, ce sont des aspects qui ont un impact, qui ont un lien avec l'alimentation. On ne pense pas, mais c'est juste pour montrer que les études qu'on a jusqu'à maintenant, on constate qu'effectivement, des carences en certaines vitamines, mais aussi de ne pas avoir une alimentation équilibrée, pourrait avoir un impact sur la performance académique. Ensuite, effectivement, il y a l'aspect stress. En tant qu'étudiant, on connaît qu'il y a un niveau de stress plus élevé, mais surtout pour les étudiants qui sont en précarité, parce qu'ils doivent gérer leurs finances en même temps que gérer les examens, en même temps que gérer un travail temps partiel. Donc, il y a plusieurs aspects à gérer en même temps. Et ça, pour ces étudiants-là, la gestion de stress, ça devient encore plus important. Et je pense encore par rapport aux certaines vitamines qui ont un rôle important, par exemple en prenant tryptophane, qui est un acide aminé qui se trouve dans le protéine animal, mais aussi dans les produits céréaliers et dans les noix ou dans les légumineuses. On constate qu'on manque de tryptophane, qui est un précurseur de sérotonine. Donc, sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est vraiment dans la gestion de l'humeur. Ça permet d'avoir quand même un impact à long terme, mais aussi à court terme. C'est des quantités assez petites qu'on en a besoin, mais si on n'en reçoit pas régulièrement, on le sent au niveau des sentiments, au niveau de la gestion de stress, au niveau anxiété. La même chose avec les vitamines B. Que ça pourrait aussi avoir un sentiment de fatigue qui est prolongé, on est léthargique, ça ne permet pas vraiment de se concentrer. Et ça, c'est des petites vitamines qu'on trouve dans les fruits et légumes au quotidien, mais si on n'en a pas assez régulièrement, ça pourrait donner des carences. Magnésium, c'est un autre qui a été montré dans plusieurs études qui a un impact sur la gestion de stress. Effectivement, c'est parce qu'ils ont vraiment un rôle important dans le métabolisme qui se passe dans notre cerveau. Et ce métabolisme a besoin de magnésium pour pouvoir fonctionner, pour produire les neurotransmetteurs qu'on a besoin. Donc effectivement, ça pourrait avoir des conséquences. Donc ça, c'est la partie stress. Effectivement, la partie sociale, Bruno en a parlé déjà. Donc en précarité, il y a aussi un côté isolation, parce on a honte d'aller manger avec des autres, parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter des repas, ou on a honte de montrer ce qu'on doit manger pour repas de midi. Donc il y a un aspect isolation aussi qui va avec la précarité. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, ce qu'on a mis en place pour nous, c'était avec cet objectif. Comment on peut arriver à donner un repas équilibré, une alimentation équilibrée au quotidien. Par contre, j'aimerais commencer à vous faire demander quelle est pour vous une alimentation équilibrée. Je vous laisse un petit moment de réflexion. Essayez de définir alimentation équilibrée pour vous. Je pense que si je demande à 5 personnes différentes dans la salle de me donner leur définition, on aura 5 définitions différentes.
Vous êtes d'accord? Alors, quelle est la définition, enfin, qu'est-ce que c'est l'alimentation équilibrée qui nous permettra d'avoir la santé physique, mentale et performance académique? C'est quoi? En fait, c'est quand on arrive à atteindre tous ces besoins nutritionnels, que ce soit les 3 macronutriments, protéines, matières grasses et les féculents, que ce soit les trentaines de nutriments, micronutriments qu'on a besoin, donc par exemple les vitamines, les minéraux, oligo-éléments, les substances phytochimiques. Ils ont un temps de nutriments qu'on a besoin au quotidien pour faire fonctionner notre corps, qui est notre machine d'ailleurs. Donc, pour répondre à tous ces besoins nutritionnels qui se trouvent dans tant d'aliments différents, comment on arrive? Voilà, c'est simple. Alors, c'est d'atteindre une proportion de différents aliments sur l'assiette à chaque repas. Et c'est ça la clé, c'est à chaque repas. Donc, la moitié d'assiette. Donc, ça, c'est vraiment un consensus dans le milieu académique. Je pense que Dr. Darioli, qui est ici avec nous, pourrait nous donner encore plus. C'est la partie, donc j'ai pris la version qui est publiée avec Harvard School of Public Health, mais c'est vraiment l'assiette optimale. C'est là où vous arrivez à avoir la variété de vos besoins. Donc je vais partir avec la moitié d'assiette fruits et légumes de saison, et je souligne la partie saison. Pourquoi saison? Simplement parce que ça vous permet de varier les aliments que vous mangez au quotidien. Ça vous permet d'avoir les différentes couleurs de fruits et légumes, différents types de fruits et légumes en fonction des saisons. Ensuite, un quart d'assiette de céréales complètes, et ça, je souligne le mot complète. Ensuite, il y a une très faible consommation de fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires sont vraiment ce qu'on a besoin pour notre flore intestinale. Je n'ai pas parlé de flore intestinale, mais en fait, c'est aussi, il y a un axe intestin-cerveau, parce que notre flore intestinale, c'est directement lié à notre cerveau. Et donc, de nourrir notre petite bactérie dans notre intestin, ça nous permettra aussi d'avoir une meilleure santé physique, mentale. Ensuite, c'est les aliments protéinés. C'est les aliments protéinés qui sont variés. Et ça, je souligne le mot varié parce qu'il faudrait les varier. Ce n'est pas juste les protéines animales, il faut aussi chercher des protéines, protéines végétales dans les aliments qu'on pourrait trouver des protéines végétales. Donc vraiment, c'est un côté très important d'avoir cet équilibre à chaque repas. Préparez tout avec un petit peu d'huile végétale, avec un bon verre d'eau, et vous avez tout ce que vous avez besoin. Et ce qui est la clé de cela, c'est qu'il faut qu'il soit à chaque repas. Et ça, je pense qu'on n'arrive pas tous à atteindre à chaque repas, mais l'idéal, c'est qu'à chaque repas, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le repas qu'on prend juste parce qu'on n'a pas le temps et on mange devant l'ordinateur, que soit le repas dans un restaurant étoilé, l'idéal, c'est d'atteindre cet équilibre-là et on sera sûr et certain de répondre à ses besoins nutritionnels. Donc, ce qu'on essaie d'atteindre avec NutriMenu, c'est vraiment de pouvoir montrer quel est l'équilibre de l'assiette. Donc, une assiette qui est peut-être un C parce qu'il n'y a pas d'assez légumes, ou un B parce qu'il n'y a peut-être pas assez de féculents, ou un D parce que c'est un burger frites. Et donc, c'est vraiment de pouvoir communiquer la qualité, cet équilibre de l'assiette aux étudiants, mais aussi aux chefs. On travaille étroitement avec les chefs. On a fait avec Bruno tout un nombre de formations pour leur donner un petit peu les astuces pour comment atteindre cet équilibre. Et l'idéal, c'est qu'ils saisissent leurs recettes dans NutriMenu. Ils reçoivent des feedbacks qui leur donnent un petit peu des pistes pour améliorer l'équilibre dans l'assiette. Et donc maintenant, sur le site web de l'EPFL, tous les repas qui sont offerts, ils ont un score nutritionnel à côté. Et donc, les étudiants peuvent choisir, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de manger un plat plus équilibré, peut-être demain moins, mais idéalement, c'est avoir un plat qui est dans le vert, ou A ou B, tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que, des fois, c'est pas facile à savoir, même pour les cuisiniers, parce que des recettes composées avec des différents ingrédients, c'est pas très facile de dire est-ce que c'est la moitié ou un quart. Donc, pour vraiment les donner
des quantités chiffrées. On essaie de les saisir en Nutrimenu et calculer vraiment précisément. Et puis après, Nutrimenu s'est connecté avec les caisses, donc on sait vraiment qu'est-ce qui était consommé, qu'est-ce qui était jeté. Et donc c'est vraiment un outil qui permet de faire plusieurs monitoring en même temps. Je vais profiter aussi de vous montrer le livre de recettes de Frangal qui sont là avec nous aujourd'hui. Ils ont préparé un livre de recettes qui permet d'avoir des recettes pas très chères pour les étudiants, assez faciles à faire, à utiliser. Ils sont là si jamais vous aimeriez voir le livre. Moi, j'ai pris 7 livres de recettes avec les menus qui sont proposés à l'IPFL pour faire un menu hebdomadaire. De quoi ressemble idéalement si on était à manger un plat, le petit déjeuner à la maison, le petit déjeuner à la maison, un petit goûter parce que le repas de midi à l'école et le repas super à la maison. Donc ça, c'est un menu hebdomadaire que j'ai fait en prenant les menus avec les prix qui sont là, proposés sur campus. Et puis ça, c'est les prix qui ont été calculés avec le livre de recettes Frangal. Et vous voyez que pour une semaine, on peut arriver à 12,60 francs ayant obtenu tous ses besoins nutritionnels. Imaginez ça. Et tout cela sur une semaine, même si on mange samedi, dimanche à l'école, on est sur un budget en moyenne de 12,75 francs moyenne par jour pour les 3 repas et des 2 collations. Ça veut dire que oui, c'est possible. Oui, c'est possible de manger équilibré et répondre à tous ces besoins quotidiens au niveau nutriments, tous les nutriments qu'on a besoin. Mais par contre, il faut faire attention. Il y a quelques points clés que je vais résumer et puis on va finir avec cela. Il faut bien planifier son budget. Il faut mettre au moins 300 à 500 francs par mois pour son budget alimentaire. Ça, il y a des budgets pour chaque chose qu'on a besoin, donc il faut vraiment budgéter une certaine quantité à part pour l'alimentation. Il faut toujours faire des listes des achats avant d'aller au magasin. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas insister assez. C'est quand on a faim, qu'on va dans le magasin, on achète toujours des choses qu'il ne faudrait pas et on achète plus qu'on a besoin. Donc, l'important, c'est de faire des listes des achats, ne pas aller faire des courses quand on a faim, juste avant de manger, parce que c'est l'heure du midi, j'ai 2 classes, je vais à Migros, je vais acheter un sandwich. Et là, j'achète n'importe quoi. Et ensuite, apprendre à faire à manger, à cuisiner. Donc, s'équiper la cuisine, acheter des matériels qu'il faut pour avoir une cuisine bien équipée et apprendre à faire batch cooking parce que ça vous permet de faire beaucoup d'économies de temps et d'argent en faisant batch cooking. Ça veut dire que préparer plusieurs repas pendant le week-end pour en manger pendant la semaine. Planification des menus, c'est très important de varier. Donc, est-ce que j'ai mangé assez de poissons? Est-ce que j'ai mangé assez de produits laitiers? Est-ce que j'ai mangé assez de protéines végétales? Donc, c'est vraiment de regarder un petit peu l'ensemble de ce qu'on mange pour pouvoir avoir assez de variété. Puis ensuite, avoir un petit peu de connaissance quand même, s'intéresser et apprendre sur la partie nutritionnelle et apprendre comment on peut varier des différents aliments. Quelles sont les sources de magnésium? Quelles sont les sources de vitamine B12 si je suis végane? Alors, comment je peux atteindre ces besoins-là? Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est la gestion des déchets, de ne pas laisser des aliments pourris dans le frigo. Et puis après, c'est l'argent perdu. Donc, de faire des choses qui peuvent prévenir ces déchets. Donc voilà, ensuite, je profite pour en donner quelques listes des ressources pour des banques alimentaires, pour si des gens qui sont vraiment, il existe quand même des ressources pour chercher d'aliments. Il y a beaucoup de fondations qui font des dons, des paniers ou des partages. La Farce, qui est à épicerie étudiant, qui est à Genève. Donc vraiment des choses à chercher si nécessaire pour trouver des moyens d'acheter des aliments frais, mais pas trop chers. Voilà, on a nos contacts si jamais vous avez besoin de questions. Sur le temps, on est dans le temps. Oui. Je crois qu'on peut remercier Mariam et Bruno d'avoir relevé le challenge, de vous montrer que c'est
pas simple quand on est dans la collectivité de vouloir faire bien, et qu'au quotidien, elle a touché vraiment du doigt. On dit la précarité, on pense souvent aux moyens financiers. Mais ce qui touche à l'heure actuelle beaucoup de jeunes, c'est la littératie, c'est l'absence. Vous vous rendez compte qu'en Suisse, on a beaucoup de familles où on est la 3e génération qui ne cuisine pas. Et vous voyez bien la différence entre j'achète et je fais. On est du rapport 1/4. Donc aussi, la précarité passe par essayer de lutter cette absence de connaissances et de conscience personnelle de vouloir se faire du bien en mangeant. Voilà. Donc un grand merci à vous deux d'avoir relevé le challenge sur un temps si court. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter des heures, mais c'est pas le but. Donc on va juste... Alors, je vais appeler des drôles de dames. Puis alors après, il y a une super surprise, mais je ne vous le dis pas tout de suite, comme ça vous allez écouter nos drôles de dames. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes Aude, Stéphanie et Laurence. Et ce soir, nous sommes venus armés. Et oui, car vous l'aurez compris, on a la possibilité 3 fois par jour d'impacter notre santé, notre société, les gens qui font, et aussi notre planète. Et ça, d'un simple coup de fourchette. Et c'est pour ça qu'on a créé le podcast Mettons le couvert. C'est un podcast qui démystifie l'alimentation et on traite les sujets autour de la cuisine, la nutrition et l'anti-gaspi. Dans ce podcast, on invite des acteurs et des actrices engagés dans la transition durable et on espère vous inspirer à faire des petits pas dans ce cheminement. Au sein de ce podcast, on a donc interviewé Bruno et Mariam. L'épisode va sortir lundi. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, on vous invite à vous connecter sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes disponibles sur toutes ces plateformes et nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et derrière ce podcast, il y a une association, d'ailleurs avec quelques membres de l'association qui sont là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, pendant le petit apéritif qui va suivre, à venir vers nous pour simplement échanger. Merci. 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 Alors, la surprise. La surprise. Alors, j'appelle à bord. Vous savez ce que c'est, les étudiants, la source ? Voilà, j'appelle donc l'association des sourciennes et puis le groupe Ressources. Donc, Madame la Présidente, Madame Corinne Beller, ici présente. Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que l'Association des Sourciennes remet un don et un chèque de 1 000 francs pour le groupe et justement pour lutter contre ce gros problème pour les étudiants. Il est assez grand. Avec plaisir. Merci. Bon, alors, une petite dernière. On n'oublie pas que le 26 septembre, on s'attaquera à la précarité alimentaire chez les seniors. Et vous voyez, là aussi, c'est quelque chose de pas juste. On a travaillé toute sa vie. On arrive à un moment donné où on voudrait en profiter. On voudrait, si possible, ne pas être en mauvaise santé. Donc là, la précarité alimentaire chez les étudiantes, elle est extrêmement importante. Parce qu'à l'heure actuelle, une jeune fille qui naît, une femme qui naît à ce jour en Suisse, a 20 ans d'années de fin de vie en mauvaise santé. Et un des premiers déterminants est la nutrition. Donc c'est pour ça qu'aussi aujourd'hui, c'est important que nos étudiants les plus jeunes, très tôt, comprennent la part de la nutrition sur leur capacité physique et les maladies que ça génère. Et puis les seniors, c'est vrai que les seniors, ça gangrène un peu la qualité de vie et le plaisir. Et j'aurai l'immense plaisir de recevoir le professeur Redzi, qui est ici, qui est un des spécialistes mondiaux de la protéine, qui viendra nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis
Et puis, je ne vous dis pas tout, parce que vous verrez que ce sera assez sympa. En tout cas, le 26 septembre, c'est chez nous, à nouveau. Et puis là, puisqu'on va donc parler la bouche pleine, on va donc vous inviter, si vous le souhaitez, à passer de l'autre côté, à moins que vous ayez une question brûlante, vous vouliez le poser tout de suite, parce que là, il faut en profiter, il y a encore Myriam et autres. Donc s'il y a des questions brûlantes, vous pouvez lever une main. Sinon, je vous invite à passer de l'autre côté dans l'hôpital pour une dégustation. Et puis tout aussi convivial, il ne faut pas hésiter à aller les uns vers les autres et puis à échanger des trucs et astuces. En tout cas, j'espère que voilà, cette présentation vous a permis d'ouvrir au moins des réflexions et puis d'aller un peu plus loin de l'autre côté de la porte. Merci beaucoup.